Dernier numéro de la semaine de votre émission Semel chez vous, madame, messieurs. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Vous le faites bien. Énième grève des professeurs au niveau supérieur et universitaire. Les enseignants exigent la hausse de leur salaire et aussi ça coïncide à quelques mois de la clôture de l'année académique 2021-2022. Dossier 21 000 $. Le député Jean-Baptiste Kassekwa et l'honorable Délice Sanga sont entendus à la commission spéciale à l'Assemblée nationale pour être entendu sur l'affaire de 21 000 $, de élus. C'est selon les révélations de Martin Fayoulou, parce qu'ils sont les deux députés qui ont soutenu les révélations de Martin Fayoulou. Et cette audition a-t-elle sa raison d'être? Voilà, qui fera l'objet de notre émission au cours de ce plateau de Semel, sur ce plateau, voilà, voulais-je dire, sur ce plateau de Semel 13 Télévision. Pour ce faire, nous recevons pour vous monsieur Alain Boulodjoa. Il est président national du parti Les Battes. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur Alain Boulodjoa. Je ne suis pas le seul, vous le savez, c'est une émission co-présentée. Je suis avec Tania Moubouadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, bonjour aux téléspectateurs de Semel chez vous. Bonjour monsieur Alain Boulodjoa et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Nous pensons que nous passerons de bons moments d'échange. Tout dépendra de vous. Je suis là. Merci. Très bien, merci beaucoup monsieur Alain Boulodjoa. Le plus c'est 143 82 62 66 531, c'est notre numéro. Appelez-nous pour que vous puissiez participer à cette émission, parce que le souci est que la République puisse aller de l'avant. Alors monsieur Alain Boulodjoa, d'entre-deux-G, aujourd'hui la ville de Kinshasa est agitée, d'une part avec de présumés Rwandais qu'on arrête dans quelques communes ces jours-ci à Kinshasa, et aussi la résurgence du phénomène Kuluna. Votre analyse par rapport à ces faits? Bon, en tout cas, personnellement, je n'ai pas assez d'éléments. Voilà. Je n'ai pas assez d'éléments d'information. Mais ce qui est vrai, je sens qu'effectivement, il y a des gens qui sont agités. J'ai vu, on a eu à déployer certaines équipes sécuritaires dans la partie Est. Et il y a de patrouilles qui ont été renforcées. Et je suppose qu'il y a effectivement une agitation au niveau de nos services de sécurité. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons opté pour la démocratie, voilà. Bien que M. Félix Tshisekedi est le fruit de la forfaiture électorale. Le fruit de la forfaiture électorale. Nous pensons, je pense sincèrement, et je crois que c'est ça la position de notre parti, nous n'accepterons pas que les gens prennent le pouvoir par la force. Très bien, merci. Donc nous sommes solidaires à nos services de sécurité et nous souhaitons assez que la situation soit rétablie au plus vite. Mais ce qui est vrai, c'est que à force de ne pas donner la vraie information, ça donne lieu aux rumeurs. Voyez-vous? J'ai vu une vidéo circuler dans les réseaux sociaux où on nous montrait un fou. Et on nous dit non, voilà, ces fous-là auraient acheté des unités et qu'ils seraient rwandais. Alors je ne sais pas sur base de quoi peut-on tirer une telle conclusion. Parce que les Rwandais n'ont pas la même faciès que nous. Voyez-vous, on a la facilité de les identifier. Et puis deuxièmement, la personne qui aurait acheté les unités devrait en réalité avoir un téléphone. On n'a pas trouvé de téléphone, donc ce qui sous-entend qu'au-delà de ce qu'il y a en réalité, il y a des gens qui profitent pour faire passer de fausses informations. Nous souhaitons à ce que ces fameux gouvernements nous disent en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Alors, monsieur Alain Boulodjoa, rapidement, le conflit Tekeaka, le ministre de l'Intérieur nous parle d'une main noire. On apprend que ça serait le Rwandais qui serait, les Rwandais seraient derrière, en tout cas, ces conflits. Est-ce que votre lecture va aussi dans ce sens? Bon, dès lors que vous appliquez le conditionnel, je voudrais plutôt me questionner sur la source de cette information. Le ministre de l'Intérieur, j'ai dit... Il a confirmé que ce sont les Rwandais. Il évoque une main noire. Non, mais la main noire, a-t-il cité le Rwandais? Parce que la main noire peut aussi être le pouvoir. Ça peut aussi être d'autres Congolais. Ça peut aussi être l'opposition. Ça peut aussi être le Rwandais. Mais ce qui est vrai... Aussi l'opposition. Non, mais l'opposition est déjà dans l'approche démocratique. Ce sont ceux qui ne sont pas maîtrisables qui le font. Mais vous pensez que le pouvoir n'est pas dans l'approche démocratique? Non, je ne pense pas. Ils peuvent créer des situations justement pour justifier leur posture. Très bien. Ce qui est vrai, c'est que
il faut que l'on dise à la population ce qui se fait réellement. En ces moments-là, la population va se prendre en charge. Je me souviendrai toujours de ce que Laurent Désiré Kabila a fait vers les années 1998. Lorsqu'il a trouvé qu'il y avait des assaillants, il y avait des gens qui venaient de l'autre côté de la partie Est, eh bien, il n'a fait que dire la vérité à la population et nous-mêmes nous sommes pris en charge. Très bien, merci beaucoup. Mais ici, c'est comme si on veut créer une confusion, on veut faire une corrélation entre ce qui s'est fait ici, ce qui s'est passé à Kwamutu. On n'arrive plus à comprendre ce qu'ils font réellement. Mais notre souci, c'est que notre peuple soit préparé. C'est vrai que je ne considère pas M. Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Je ne le soutiendrai jamais. Mais s'il y a des étrangers, surtout les Rwandais, qui se permettaient de mettre en mal la quiétude dans notre pays, on sera appelé à créer un front commun. Mais au regard de cette situation, M. Alain Boulodjoa, vous pensez que le pays serait en train de courir un certain danger parce que l'insécurité devient de plus en plus grandissante dans toutes les provinces de la RDC. On a dans l'Est, maintenant c'est le Bandundu. Après Maïndombe, maintenant on parle de Bagata. Et ici à Kinshasa, il y a résurgence du phénomène Kuluna. Bon, madame, c'est ça au fait l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Voyez-vous, lorsque nous insistions sur la qualité de l'homme, la qualité des hommes qui prétendent être à la tête du pays, ils ne nous avaient pas compris. La plus grande faiblesse de l'État, c'est d'abord la qualité de ceux qui prétendent être à la tête. Et puis deuxièmement, les gens ont semblé négliger l'incidence de la corruption dans notre pays. Les services de sécurité, vous prenez par exemple l'armée. L'armée, on vous dit, l'armée a une valeur intrinsèque, c'est la discipline. Et cette discipline doit être maintenue, doit être entretenue par la bonne gouvernance. Deuxièmement, on vous dit que l'insécurité est due par le fait qu'il y aurait des gens, des étrangers, qui avaient développé des velléités sur notre pays. Et fort malheureusement, la diplomatie a été désarticulée. Ce qui veut dire que vous avez des gens qui ont des missions de l'État, qui sont soumis à une certaine discipline, mais qui sont gérés par des invertébrés. Des gens qui n'ont aucune vision sur l'État et qui amènent la poisse, qui amènent la corruption. Aujourd'hui, l'immoralité a atteint son paroxysme, justement parce que les gens pensaient que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, nous sentons tous que nous sommes tous en insécurité. Il suffit seulement de voir le comportement de M. Félix Tshisekedi et de ceux qui l'entourent. Ils ont augmenté le personnel en termes de sécurité, l'effectif déjà en termes d'équipe de sécurité. Nous voyons même les vice-ministres qui sont en cortège de 3 à 4 véhicules. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas géré la chose en amont. Il aurait fallu donner plus de moyens à la police. Est-ce que vous pensez que c'est la corruption qui laisse place à l'insécurité? Naturellement, je peux prendre le risque de dire oui. Le fait qu'il y a la corruption, même les services de sécurité sont en insécurité. Comment peut-on expliquer, depuis que M. Félix Tshisekedi est venu dans ce pays, en tant que président, bien que de fait, il n'a jamais doté aux militaires les tenus, encore moins aux policiers. Pensez-vous que l'État n'a pas décaissé l'argent? Oui. Mais l'argent a été détourné. Et même si on pouvait arrêter quelqu'un, la justice aujourd'hui ne fait pas bien son travail. Ce qui fait qu'on a semblé négliger la corruption. Et lorsque vous entrez dans une analyse sémantique, vous allez vous rendre compte que la corruption veut tout simplement dire la pourriture. Aujourd'hui, notre société est pourrie. Cela donne lieu à la corruption, à l'insécurité. Vous prenez le cas de l'Est. Les militaires ne sont pas suffisamment motivés. Les Rwandais savent que les militaires ne sont pas suffisamment motivés. Ils peuvent prendre l'argent et jeter. Les militaires vont préférer prendre l'argent que de rentrer affamés. On ne sait pas soutenir notre armée en termes d'équipement, en termes de motivation, en termes de primes. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont impunis. Et donc, devant cette réalité, quoi de plus normal que nous soyons en insécurité? C'est vrai. C'est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Nous devons nous ressaisir. Parce que tout ce que vous voyez en termes d'insécurité au niveau de nos villes,
le fameux phénomène Kuluna. Ce sont des choses que nous pouvons tordre le cou, mais fort malheureusement, nous le faisons de la mauvaise manière. On vous dit, non, voilà, la meilleure manière de combattre le Kuluna, c'est de le fusiller. On a tenté, ça a échoué. On vous dit, non, voilà, il faut le prendre et les amener à Kanyamaka Sese, comme des esclaves. Ça a échoué, justement parce que nous posons de mauvaises questions. La meilleure manière de faire, c'est de connaître d'abord les raisons profondes. Il y a une dimension anthropologique qui entre dans la ligne de compte, mais que nous ne prenons pas en compte dans les solutions que nous préconisons. La solution pour le Kuluna, c'est d'abord de rétablir la cellule famille. D'abord, la cellule famille. Cela va stopper l'évolution dans la rue. Et puis, deuxièmement, prendre les jeunes qui ne sont pas encore pourris, les encadrer pour les réintégrer dans la société. Troisièmement, le service national est pour ça. Non, mais le service national est pour ça sur base de quelle loi? Et voilà pourquoi ils sont... Voilà pourquoi ils échouent. Voilà pourquoi ils échouent. Voilà pourquoi ils échouent. Chaque organisation, chaque entité ou institution de l'État a une mission spécifique. Le service national n'a pas été créé pour gérer le Kuluna. Le service national a été créé justement pour soutenir l'État dans le volet agro-pastoral. Et ce sont ce Kuluna qui soutiennent, n'est-ce pas, l'État? Non, le Kuluna ne peut pas soutenir l'État. Les Kuluna sont des délinquants. Il faut les gérer en tant que... Et on les arrête, on le forme pour servir la nation. Non, mais attention. Ceux qui arrêtent le Kuluna en violation de la loi sont aussi Kuluna. Très bien. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter des gens sans qu'ils soient jugés. Vous les soumettez aux travaux forcés et à la fin vous dites que vous avez bien fait. Et même si vous prenez en termes de demandes en main d'œuvre des services nationaux, on ne va pas résorber le problème des Kuluna. Il faut restaurer les familles en donnant aux parents la possibilité de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Il faut faire en sorte que les jeunes aient des activités pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Il faut encadrer la jeunesse, créer des incubateurs pour leur permettre de développer leur génie. Et troisièmement, il faut appliquer la loi. Merci. Dans le respect de la procédure, en termes d'arrestation, en termes de jugement, en termes de condamnation et même de l'application de condamnation. Fort malheureusement, nous sommes en train de naviguer à vue, justement parce qu'il y a des invertébrés, des gens incapables de cerner le vrai problème. Alors, Monsieur Allais, on va aussi essayer de mettre une petite virgule au sujet de l'état de droit. Vous pensez que l'état de droit est encore effectif ou réel en RDC après l'acquittement ou, je dirais, la liberté provisoire de certains collaborateurs du chef de l'État? Madame, il faut reconnaître que l'état de droit restera un idéal. C'est-à-dire que nous nous sommes fixés des objectifs. Peut-être que les gens ne le savent pas. La Constitution, c'est aussi un ensemble d'objectifs sociétaux que l'État s'est fixé. On vous dit état de droit. L'état de droit ne se décrète pas. L'état de droit, c'est un ensemble de principes. C'est-à-dire que c'est le mode de fonctionnement de l'État. Le respect de la loi. Le respect de la loi par rapport au transfert de compétences, le respect de la loi par rapport à la mise en œuvre de missions, le respect de la loi par rapport à la gestion des carrières, le respect de la loi par rapport aux droits de propriété privée. C'est cet ensemble-là qui constitue l'état de droit. On ne peut pas mesurer l'état de droit que par rapport à la libération de quelqu'un qui s'était méconduit ou qui s'est méconduit. Il faut prendre dans tous les aspects. Est-ce que l'état de droit s'était appliqué dans la fixation de job description de la personne qui était arrêtée? C'est là le problème. M. Félix Tshisekedi a créé un conseiller spécial sur des questions stratégiques. Quel est son job description? Il a été choisi pourquoi? Quel est son domaine de compétence? Il était appelé à faire quoi? Et pourquoi on l'a trouvé partout? On parlait d'argent. Partout, on parlait d'investissement. On l'a trouvé partout. Lorsque M. Félix Tshisekedi avait accédé au pouvoir, on a vu M. Vijay Timanga partout où M. Félix Tshisekedi s'est trouvé. Quel est son job description? Qui vous dit que les raisons pour lesquelles il a été arrêté, ce ne sont pas son domaine de compétence? Peut-être qu'il a été choisi pour ça. Peut-être qu'on ne veut pas arrêter que M. Vijay Timanga. On pouvait aussi arrêter M. Félix Tshisekedi. Et là, on n'en a pas parlé.
Il a été arrêté, oui, avec tambour. Tout le monde était... c'est-à-dire que tout le monde était agité. Voilà, on vient d'arrêter un conseiller, tout ça. Et après, on le libère, on dit que non, c'est ça l'état de droit. Non. L'état de droit, c'est le respect de la norme, le respect de loi. Il n'y a pas eu respect de loi en amont, il n'y a pas eu respect de loi en aval. Mais ce qui est vrai, à force d'arrêter les gens et à force de les libérer, on risque de croire que la justice n'a pas, ses 2 pieds sur terre, n'est pas en mesure de garantir un certain nombre de droits. Il a droit à la liberté parce que la liberté, c'est un principe. L'arrestation est une exception. Mais il faut que la procédure soit respectée. S'il est sorti de la prison parce que les juges ou les magistrats se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à craindre par rapport à sa fuite, eh bien, moi, je pense que naturellement, on peut lui accorder. Mais si c'était moyennant quelque chose, et là, ça devient un problème. Ça devient l'immoralité. Et il faut que l'on sanctionne tous ceux qui ont participé dans ça. Qui va les sanctionner? Parce que la pourriture commence par la tête. Très bien, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision, vous le faites bien, madame, messieurs, le plus c'est 143 82 62 66 531, c'est notre numéro, réagissez, participez à cette émission. Entrons maintenant dans les vifs du sujet. Monsieur Alain Bolodjo, vous avez la parole pendant 3 minutes avant de vous relancer avec des questions. Grève des enseignants à quelques mois de la fin de l'année académique 2021-2022. Votre lecture, votre analyse, et puis on vous relance avec des questions. 3 minutes. Bon, en tout cas, je suis partagé entre soutenir et ne pas soutenir. Pourquoi soutenir? Parce que c'est un droit consacré. Les enseignants ont le droit de gréver. Et pourquoi grèvent-ils? C'est justement parce que les conditions de leur travail ne sont pas respectées. Vous savez, par moment, les gens font une analyse, une lecture en diagonale de la Constitution. Droit à un salaire décent, c'est aussi constitutionnel. C'est-à-dire que le Congolais ont droit aussi à vivre, à la vie. Mais lorsque vous prenez les conditions de professeurs, il y a des professeurs qui touchaient pratiquement dans les $2200, mais au regard de la fluctuation monétaire, ils sont aujourd'hui dans le 1300 à 1500. C'est-à-dire qu'il faut arriver d'abord à actualiser les salaires, mais aussi à essayer de voir, d'aller au-delà. Un professeur d'université, en mon sens, est 5 fois plus important pour la société que certains politiciens qui bénéficient des 21 000. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on doit rehausser le niveau de vie des professeurs. Pas seulement en termes de rémunération, mais en termes de tout ce qui a trait à leur fonctionnement. Ce sont des gens qui sont là justement pour modeler la société. Mais la difficulté qui me pousse à ne pas aller totalement dans ces soutiens, c'est les moments choisis. J'étais étudiant hier. Voyez-vous, je le suis d'ailleurs, parce que je fais mon master. Je le suis. Pendant que les étudiants préparent leur mémoire, c'est pendant ces moments-là que l'on amène l'idée de gréver. C'est-à-dire qu'on va préjudicer ces enfants. C'est vrai. Ce que vous demandez, c'est pour l'année prochaine. Mais vous avez d'abord un dossier à traiter. Il faut d'abord vider le dossier de ces étudiants qui ont aussi droit à la vie. Ils ont payé leurs frais. Parce que là, il y a plusieurs intervenants. Et tout ça, ça met en évidence le caractère criminel de ceux qui sont au pouvoir. Comment peut-on justifier qu'à chaque fois que nous ayons ce genre de crise, alors qu'il y avait possibilité d'anticiper? Je connais les professeurs d'université, ce sont nos maîtres. Ils ont toujours été ouverts. Il y a possibilité de négocier même si vous n'avez pas l'argent. Mais ce qui pose problème, c'est que à chaque fois qu'ils négocient, ils trouvent que l'autre partie, c'est-à-dire ceux qui représentent l'État, ne sont pas sincères. Prenez déjà la carrure de la personne qui assume la fonction du ministre de l'Essu. Ça, c'est une insulte. Comment un monsieur comme ça peut-il gérer les professeurs? Comment? Il a ramené de réformes. Non, nullement. Comme quoi, par exemple? Arrimage du système LMD. Non, le système LMD a été adopté il y a bien longtemps. La mise en place. La mise en place n'est pas encore effective, madame. Dans certaines universités. Non, c'est faux. Dans certaines universités. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait la psychopéda,
quelqu'un qui a été formé dans une université pédagogique, quelqu'un qui a participé dans les débats sur les LMD. Et vous avez aussi en face de vous de journalistes qui recherchent les informations. Non, mais effectivement, vous posez des questions par rapport à ce qu'on vous dit. Allez chercher l'information. Les LMD, par rapport aux faits, non, mais les LMD n'est pas seulement en termes de la sanction, mais c'est aussi en termes de matière. Est-ce qu'on a pu adapter les matières aujourd'hui par rapport au système LMD? Non. Justement, il y a eu une formation des enseignants, de chefs de travaux, des assistants. Oui, la mise à niveau pour adapter les matières. Les matières ne sont pas adaptées. Vous avez réduit les temps, mais les charges horaires continuent à être les mêmes. Alors, messieurs, ce qui veut dire que là, déjà, c'est du cosmétique. Les gens ont tendance à passer plus à la télé que de travailler. Quel est ce professeur sérieux qui peut accepter d'avoir un monsieur comme ça, ministre? Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes dans le cosmétique. Le LMD, c'est une grande réforme. Ce n'est pas seulement que vous dites, non, voilà, on commence par les LMD. Non. Il faut approfondir, adapter les matières. Il faut réduire sensiblement les timings. Il faut voir comment les procéder. Parce que dans le système LMD, il faut renforcer d'abord la documentation. Jusque-là, on n'a rien vu. Vous voulez réduire les timings en termes de transmission des matières, mais en même temps, les enfants, les apprenants n'ont pas de bibliothèque. Comment allons-nous résoudre ces problèmes? Vous voulez nous dire que Moïse Nzangi n'est pas l'homme de la situation Non, mais c'est un étudiant. C'est un étudiant. On ne peut pas gérer le professeur. Un étudiant ne peut pas gérer le professeur. Hein? Lui-même n'a pas encore vidé toute sa procédure pour être taxé ou qualifié d'intellectuel rompu. Donc, moi, je pense que ce sont des faits qui doivent être traités avec sérénité. On ne peut être ministre de l'ESU que celui qui a été modelé par l'université et qui a la qualité d'un professeur. Faisons ce choix. Ça serait une bonne chose pour nous. Très bien, merci beaucoup monsieur Alain Bolodjoa. Pendant que les étudiants préparent leur mémoire, les enseignants préfèrent aller en grève, c'est ce que vous dites, et vous fustigez ce comportement des enseignants. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas aussi pour eux un moment opportun pour se saisir de la situation, pour faire pression justement aux autorités? Bon, en fait, moi-même, je sais que c'est très souvent les étudiants de la deuxième session qui sont concernés par cette démarche. Mais attention, les étudiants ont aussi des droits. Voyez-vous? Peut-être que les gens ne tiennent pas compte. Les étudiants n'ont aucun contrat avec le professeur. Les étudiants ont des contrats avec les alma mater, les universités. Ce sont les universités qui sont en contrat avec le professeur. Un professeur peut gréver naturellement parce que l'autre partie n'a pas respecté sa part du contrat. Les étudiants ont le droit de manifester contre les gestionnaires des universités qui sont les représentants de l'État. Si chacun doit réagir à sa manière, ça va créer les désordres. Voilà pourquoi j'ai dit la grande responsabilité, c'est cette absence d'intelligence transformationnelle au niveau de l'État. Les professeurs sont en contrat avec l'université et avec l'État. L'État est en contrat avec la population. Si votre contrat entre vous et propriétaire de l'université et l'enseignant n'est pas respecté, ça préjudicie l'autre partie. Cette partie peut aussi réagir, mais cette fois-là contre l'État. Ce qui veut dire qu'il y a absence totale de vision sur le système d'éducation. Il faut garder la stabilité du fonctionnement du système éducatif au risque de mettre le pays à feu et à sang. Vous savez le nombre des étudiants? C'est au-delà de 600 000 étudiants. Au-delà de 600 000. Essayez de vous imaginer si ces étudiants-là s'est décidé de revendiquer, on risque encore de retomber sur la question sécuritaire. Donc, bref, c'est ça l'absence. Mais ce qui est quand même aberrant, comment peut-on ne pas payer aux enseignants leur dû alors que le pays serait devenu plus riche qu'avant? Pourquoi doit-on augmenter les salaires de M. Félix Tshisekedi et de sa cohorte, alors que les enseignants qui font un grand travail, qui nous ont modelés, qui ont fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, et on voit cette bande de Congolais politiciens qui considèrent qu'eux ont le droit au chapitre et les autres sont là comme des figurants. Non, il faut que l'État corrige. Je ne peux pas rendre les professeurs totalement responsables, mais je considère qu'il y a défaillance
au sommet de l'État. D'où ma question, avec les exploits des régies financières, on nous parle de hausse du budget. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit de Warriors n'arrive complètement pas à rencontrer le desiderata de professeurs? Justement parce qu'ils ne sont pas sérieux. Déjà par leur appellation, on sent qu'ils ne sont pas sérieux. Comment un gouvernement sérieux peut-il prendre le nom d'une séquence d'un film américain et il se donne le nom, le Warrior? C'est-à-dire qu'avant de beaucoup suivre la télé, dire qu'ils sont de guerriers. Non, mais ils sont guerriers, ils se battent contre qui? Parce que nous sommes des victimes. Non, ils sont venus juste résoudre le problème de la pauvreté. Non, mais le problème n'est pas résolu parce que madame vient de poser la question. Comment quelqu'un qui devient plus riche qu'avant, mais qui a des enfants qui sont maigrichons? Est-ce un manque de volonté qui intervient? Non, c'est un manque de volonté, mais c'est de l'ignorance pure et simple. Est-ce qu'ils connaissent l'importance? D'ailleurs, parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas de vrais diplômes. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui sont propriétaires. Ils peuvent tout faire, ils ont la permission de tout faire, comme si on leur avait accordé un chèque en blanc. Si l'État congolais devient plus riche qu'avant, on suppose que l'État est en mesure d'abord de prendre en charge toutes les dépenses prévues dans le budget et même aller au-delà. Vous avez un budget de 6 milliards 800 millions, vous passez de 6 milliards 800 millions à 11 millions, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de près de 4 millions de 200 000 dollars, 4 milliards 200 millions de dollars. Ce qui veut dire que ce qui était prévu l'année passée peut être pris en charge et même aller au-delà. Un accroissement de plus de 50%. Mais ce qui est surprenant, les agents, pas seulement les enseignants, tous les agents de l'État quasiment ont des difficultés de paiement, même au niveau des cabinets ministériels. D'où la déclaration du RAPICO qui parle de ce manque de volonté de la part du gouvernement. Non, mais je dis, au-delà de ce manque de volonté, il y a l'ignorance. Il faut être ignorant pour saboter, négliger l'éducation. L'homme congolais ne peut augmenter sa productivité que s'il est modelé. Et il y a la maternelle au niveau primaire, secondaire, humanité et l'université. C'est ça le cursus. Si au niveau de l'école maternelle, les enseignants ne sont pas payés, au niveau de l'école primaire, vous n'avez rien fait, au niveau des humanités, vous n'avez rien fait, vous voulez donner à la République un produit impropre à la consommation. Et c'est vaut mieux être ignorant qu'être mal formé. Voyez-vous? Il y a des gens qui sont prétentieux, ils disent non, je suis médecin, mais il est un faux médecin. Il tue des gens. Il y a des gens qui prétendent être universitaires, des juristes, mais qui ne comprennent même pas le fonctionnement de l'État. Il y a des gens qui prétendent être présidents et ainsi de suite, mais on sent qu'il y a des insuffisances. Ce qui veut dire qu'il faut mettre l'accent sur la formation. Et les personnes qui se sont engagées à former nos enfants, voilà comment on les gère. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les médecins. C'est la même situation. Le fonctionnaire. Or, le médecin et le fonctionnaire, c'est la catégorie la plus importante de la fonction publique. Ce sont eux qui sont plus nombreux que les restes. Ce qui est surprenant, tous disent qu'ils ne sont pas payés. Allez au niveau de l'administration territoriale. Les agents ne sont pas payés. Voyez-vous? Ce qui veut dire que l'État est défaillant. Et nous nous rendons compte que les gens qui sont là, justement parce qu'ils ont une sorte de rancœur, ils n'ont jamais soutenu leur propre formation, ils ne soutiendront pas la formation de nos enfants. Et les dangers maintenant, les autres pays voisins s'organisent pour renforcer davantage la qualité de l'éducation. Ne soyez pas surpris que demain nous serons gérés par eux. D'où la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État avait le souci de pouvoir renforcer. Quand vous parlez de chef de l'État, vous faites allusion à qui? Au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ah, il est chef de l'État? Bien sûr. Vous me l'apprenez. Vous ne le connaissez pas? Non, mais je connais M. Félix Tshisekedi comme président des faits. Je ne le connais pas comme chef de l'État. Chef de l'État veut dire porter les valeurs de l'État. Et vous pensez que Félix Tshisekedi je ne vois aucune valeur en lui. Très bien, merci beaucoup. Valeur de l'État. J'étais en train d'ailleurs de parler de la gratuité de l'enseignement. C'est en tout cas c'est ce qui a fait d'ailleurs que le chef de l'État puisse se décider, parce que bien que c'est constitutionnel. Quand vous parlez de chef de l'État, vous faites allusion à qui? Laissez-moi vous poser la question. Okay. Merci beaucoup. Je parle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, ok. Qui a voulu, bien que c'est constitutionnel, mettre en valeur cette gratuité de l'enseignement pour permettre à ce que ces enfants puissent retrouver le banc de l'école. Parce que vous dites ici que ailleurs, certains pays forment les enfants. Et aussi, Félix Tshisekedi a pensé à ça, raison pour laquelle il a mis en valeur la gratuité de l'enseignement au niveau primaire.
Bon, ça, ce sont des fantasmes. La réforme ne se limite pas seulement à prendre disposition de la loi ou de la Constitution et de les balancer à la place publique. Il faut concevoir le procédé, le méthode pour y arriver. Parce que le rôle du gouvernement, ce n'est pas d'écrire la Constitution. La Constitution a déjà été écrite. Ce qu'il fallait faire, c'est de mettre en place un ensemble d'opérations pour nous amener à atteindre cet objectif, la gratuité de l'enseignement. Et la gratuité de l'enseignement n'est pas la finalité pédagogique. Il faut préciser cela. Dans l'approche pédagogique, ce qui est essentiel, c'est la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas l'organisation seulement, non. La qualité de l'enseignement. Et la qualité n'y est pas? Non, nullement. Nullement, la qualité n'y est pas. Vous savez pourquoi? D'abord, il fallait d'abord mesurer le coût de la réforme. Il fallait mettre en place un plan opérationnel et stratégique avec un chronogramme sérieux. Et après, il fallait voir quels sont les acteurs qui doivent y intervenir. Ça n'a pas été fait. Il a fait ça à la va-vite. Il a improvisé 2 semaines avant la rentrée. Voilà pourquoi il a dit de termes du genre quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Et jusque-là, la provision, Dieu n'a pas approvisionné le compte de l'État. Moi, j'ai pensé que Dieu aurait un compte dans une banque, et on en attendait juste une prière pour qu'il déverse l'argent. Non. Vous pensez que le chef de l'État a-t-il oublié mais quand qu'ils ne sont pas dans une église? sur le chef de l'État, vous parlez de quoi? Parce que je ne sais pas qui est un chef de l'État. Vous parlez de M. Félix Tshisekedi, j'espère. Président de la République. Non, mais il est président de fait, oui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Non, bon, ça c'est discutable. Il est président de fait, mais, non, mais vous n'avez pas prouvé. Là, ne pas le débat d'ailleurs, si vous voulez qu'on revienne là-dessus. Non, mais effectivement. Vous n'avez jamais prouvé qu'il n'a pas gagné les élections. Prouvez quoi? De l'opposition. Non, mais prouvez quoi? Pourquoi prouver alors que la loi n'a pas été respectée? Non, s'il vous plaît. Lorsque vous dites ici que c'est un président de fait, on comprend qu'il n'a pas gagné les élections. Non, mais bien évidemment, parce que la publication n'a jamais été faite. Martin Fayulu n'a jamais prouvé à la Cour constitutionnelle. Non, mais pourquoi seulement lier la forfaiture de M. Félix Tshisekedi à Martin Fayulu? La première victime n'est pas Martin Fayulu, la première victime, c'est le peuple. C'est le peuple. Ça, c'est une invention. La première victime, c'est le peuple. Le peuple n'a pas prouvé que Félix Tshisekedi... Non, mais le peuple n'a pas approuvé parce que la loi... Le peuple a voté Félix Tshisekedi. Non, on ne peut pas voter. Certainement qu'il a été voté, mais il n'a jamais été élu. Voyez-vous? Devant ce contexte, quand vous dites chef de l'État, vous m'embrouillez. Posez-moi des questions précises sur de faits. Et vous voulez qu'on dise quoi? À la place du chef de l'État? Non, mais appelez-le M. Félix, c'est qui est le président des faits. Il est président de la République. Oui, mais il n'a pas les valeurs de l'État. Merci beaucoup. Alors, monsieur Alain Bolodjo. Ok. Allez-y, concluez comme ça. Je disais, terme de l'émission. La gratuité de l'enseignement, c'est un objectif que lui a trouvé. Voilà. Mais il fallait qu'il mette en place de politiques publiques à même de nous amener à avoir cette gratuité de l'enseignement, accompagnée de la qualité de l'enseignement. Moi, j'ai fait le tour du Congo. En tout cas, j'ai sillonné dans plusieurs provinces. J'ai trouvé des écoles du type Epé Willy Bakonga. Une école créée en 2020 par M. Félix Tshisekedi et son Epé Willy Bakonga. Epé Willy Bakonga. Dans mon territoire, à Ingende, secteur de Douali, village Bokaka. Une école créée. Il y a même... Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une école privée? Non, c'est une école publique. Epé Willy Bakonga créée par arrêté ministériel. Ça fait partie des 23 000 écoles que chantent nos amis de l'Union Sacrée que M. Félix Tshisekedi aurait construites. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'enseignants. Les directeurs, c'est un D6. Ils n'ont pas de manuel, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas de tableau. Mais quand vous parlez de l'enseignement, vous faites allusion à quoi? Collège Boboto, Bondeko, Lisanga? Vous parlez de là où vous êtes? Déjà, lui-même, M. Félix Tshisekedi, qui a initié ces programmes, a des enfants, non? Quel est cet enfant de Félix Tshisekedi qui étudie dans ces conditions-là? Pourquoi ne pas arriver à programmer, à faire des choses en tenant compte de l'exigence scientifique? Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des enseignants qui ne sont pas payés. 40% qui ne sont pas payés. On avait 600 000 enseignants. Aujourd'hui, on nous parle de 718 000. Et fort malheureusement, on ne dit que 400 et quelques qui démarrent dans le budget de l'État. Trouvez-vous normal un enseignant qui apprend à l'enfant comment lire, comment calculer,
Et cet enseignant est incapable d'acheter ne fût-ce qu'un sachet de biscuits à son enfant. Monsieur Alain Bolojwa, vous avez dit 400 000 enseignants, mais vous ne pensez pas que c'est un avancée significative par rapport à ce que Kabila n'a pas pu faire pour les enseignants dans ces pays? Non, mais Kabila n'est pas les référentiels. Les référentiels, c'est la loi. C'est un ancien les référentiels, c'est l'objectif. C'est un ancien chef de l'État. Il n'a pas été chef de l'État, il était président de fait. Le problème, c'est que nous devons être plus sérieux pour voir ce que les autres font. Soyons sérieux, cher ami. Si vous prenez M. Kabila comme référentiel, vous savez, le mécanisme a commencé en quelle année? En 1993. 1993, les parents se sont décidés de suppléer aux insuffisances de l'État. Ils ont commencé à prendre en charge. Il y avait des enseignants qui étaient réguliers à la fonction publique et qui émargeaient dans le budget de l'État. Il y avait de ceux qui étaient réguliers dans l'administration publique, mais qui n'émargeaient pas dans le budget. Il y avait de ceux qui n'étaient ni réguliers dans l'administration, ni émargés dans le budget de l'État. C'est ce que nous appelons les nouvelles unités. Voyez-vous? Voilà. Alors, les parents venaient suppléer. La qualité déjà posait problème. Mais aujourd'hui, il y a de ceux-là qui n'émargent ni dans le budget, ni quoi que ce soit. Ils ne sont même pas pris en charge par les enseignants. Allez voir dans ma province, peut-être ici vous ne le sentez pas. Dans la province de l'Équateur, la quasi-majorité des enseignants ne sont pas payés. J'étais à Kikwit, la même situation. À Otouélé, c'est la même situation. Alors, pourquoi prenez-vous M. Kabila comme référentiel? Vous êtes des jeunes, certainement que vous aurez des enfants ou vous en avez. Qui va accepter d'avoir un enfant qui est mal formé? Justement parce qu'il y a des gens qui ont de faux diplômes, qui ne connaissent pas l'importance de l'éducation. Nous insistons sur la qualité. Pourquoi? Parce que la finalité de l'action pédagogique, c'est transformer l'homme, faire de lui un homme de valeur. Aujourd'hui, nous sentons, l'enseignant est en train de souffrir, mais l'argent y est. On refuse de payer à ces agents. Et on a recruté le militant des partis politiques. Au lieu de plus recruter les enseignants assis et debout, on recrute des enseignants assis. On régularise leur situation. Merci. On vous balance des statistiques alors qu'en réalité, ça ne reflète aucune réalité. Merci beaucoup, messieurs Alain Bolojwa. Dossier $21 000. Le député Jean-Baptiste Kasekwa et Délice Sanga doivent être auditionnés à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont soutenu les révélations de Martin Fayulu qui, selon lui, pense que le député, depuis le mois de janvier 2022, toucherait $21 000. Et voilà pourquoi l'Assemblée nationale s'est décidée de pouvoir auditionner ces deux députés pour qu'ils apportent de preuves. Messieurs Alain Bolojwa, votre analyse, votre lecture, est-ce que cette audition a raison d'être? Est-ce qu'on a, parce qu'on a vraiment besoin que cela puisse être prouvé, est-ce que cette audition a sa raison d'être, comme j'étais en train de le dire? Je peux vous surprendre. Je soutiens la démarche. Qu'il les fasse. Mais que cela passe par la RTNC. Vous savez, par moment, il y a des gens qui pensent qu'on doit tout soutenir. Moi, je soutiens la démarche du bureau. Qu'il les fasse, mais qu'il supporte ce qui sera dit. Il ne faut pas que l'on trouve de faux fouillants. On demande à M. Délice Sanga, cet homme de qualité, de prouver qu'il perçoit $21 000. S'il démontrait qu'il percevait $23 000, c'est facile à démontrer. C'est facile à démontrer. Même eux-mêmes savent que c'est facile à démontrer. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est justement dire à l'opinion qu'ils ne sont pas solidaires avec ces deux, justement parce qu'ils ont mis à nu les réalités de l'Assemblée nationale. Essayons de faire des calculs. Le Sénat, l'Assemblée nationale, consomme juste pour cette institution plus de $650 000 le jour. $650 000. Non, je ne dis pas 650. Plus de $650 000 le jour, juste pour le fonctionnement. Vous savez pourquoi Mabounda est parti? Parce que les députés voulaient assez qu'elles revoient leur quote-part dans le frais de fonctionnement, dans le fonds de recherche et dans d'autres rubriques. Non, Mabounda est parti parce que Félix Tshisekedi devrait mettre fin à l'accord FCC Cash, monsieur Alain Bolojwa. Non, mais l'accord FCC Cash, ça a été soutenu par les députés parce que les députés pensaient que Mabounda gérait seul l'argent, il fallait redistribuer. Mais le problème maintenant, c'est que s'ils étaient ne fût-ce que sérieux, ils devaient d'abord se poser la question, est-ce que le $8 000, il le méritait? Même le $8 000, c'est déjà un sujet à débat. Comment quelqu'un qui passe 6 mois à l'hémicycle, 6 mois,
sans ou faire en faisant quelque chose, a droit à $8 000. Et celui qui passe chaque jour, sauf les dimanches, devant les étudiants, a droit à $1 300. Déjà là, c'est déjà un problème. Même si vous dites que non, il ne perçoit pas 21 000. Oui, mais $8 000 déjà c'est trop. Parce que le pays est réputé un pays pauvre. Au-delà de tout. Monsieur Alain Bolodjoa, pourquoi le deux députés devraient attendre que Fayulu puisse faire ses révélations pour qu'eux viennent soutenir? Non. Vous pensez que c'est pas aussi populaire? Non, n'allez pas dans leur démarche. Eux aussi. N'allez pas dans leur démarche. Ils ont aussi touché cet argent. Non, n'allez pas dans leur démarche. Monsieur Délice Sanga en a parlé avec ses mots. Monsieur Jean-Marc Kaboun en a parlé avec ses mots. Il faut réduire les trains de vie des institutions. À cette époque-là, Martin Fayulu n'avait pas parlé de ça. Le train de vie des institutions, c'est d'abord la cagnotte en termes de rémunération, le fonctionnement et les autres fonds secrets. Prenez juste l'ossature de votre budget. 60% du budget va justement pour le fonctionnement des institutions. Tout le monde en parle. Ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. Mais personne n'a le courage de décider autrement. Vous allez dans le fond. La présidente de la République a à elle seule 35% du budget de fonctionnement des institutions politiques. 35%. La présidente de la République peut aller même au-delà des assignations ou au-delà des crédits lui alloués. À une certaine époque, la présidence avait droit à 154 millions de dollars. On est arrivé à 287 millions. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 400 millions de dollars. Diviser 400 par 365, ça fait combien? Vous pensez que c'est par rapport au nombre de conseillers qu'il y a? Non, il y a le nombre de conseillers, il y a les dépenses imprévues, il y a la délinquance financière. Ce n'est pas normal. Nous sommes un pays en besoin de financement. Il faut que l'on finance le projet des jeunes. Il faut que l'on soutienne le développement de provinces. Et vous pensez que si on en parle, on doit être jugé pour ça. Je suis d'accord. Mettez Délice Sanga et l'autre concitoyen à l'épreuve, ils vont vous démontrer. Si vous disiez que non, en dehors de 8 millions, de 16 millions, on leur donne 5 000 dollars pour le fonds de recherche. Si vous démontrez qu'on leur donne le frais de logement, le droit à la lecture, le droit des stylos, et tout ça, vous allez dire quoi? Qu'ils ont menti? Ils ont des éléments. C'est ce qu'on appelle le Maboko Bank. Ils vous brandissent le bulletin de paye, mais ils ne vous ont pas démontré qu'on a ponctionné dans leur rémunération les Jeeps. Ou quelle est l'origine des Jeeps? Parce que dans le bulletin de paye, ça n'apparaît pas. Voyez-vous? Mentez, il en restera toujours quelque chose. Ce pouvoir cancérogène n'a plus rien à démontrer. C'est la pourriture pure et simple. Des gens qui veulent voiler les vérités alors que la population souffre. Moi, je suis en contact avec les députés. De l'union dite sacrée. Ils m'ont dit clairement, si nous sommes arrivés là, parce que nous avons revendiqué, lorsque Mabunda avait refusé, on l'a fait partie, Mbosso a accepté. Merci beaucoup. Mais Monsieur Alain, vous pensez que la majorité des élus du peuple auraient accepté cette démarche si seulement ils savaient que c'est eux qui en subiraient des conséquences? Non, mais, commençons d'abord à voir les élus. Le jour où on aura des élus, certainement ils vont travailler pour le compte. Ils ont été cooptés. Ce sont des les kabylocratiquement élus, ce que vous voyez là. La quasi-majorité sont le fruit des arrangements politiques. Ils n'ont pas été élus. Lorsqu'on est élu, on est redevable vis-à-vis de ses électeurs. Mais lorsqu'on est coopté, on devient un mercenaire. Kabila a créé sa majorité, Kabila est parti, Félix Seked en tant que fruit de cette majorité, de cette forfaiture, a profité de cette majorité. Aujourd'hui, nous avons une majorité mécanique qui n'est même pas au service de la population. On dit non, nous touchons seulement 8 000. Mais pourquoi touchez-vous 8 000? Moi, je me souviens lorsque nous sommes revenus de Santiti, les députés touchaient 1 500. Qu'est-ce qui a fait qu'ils atteignent au-delà de 15 000? Au-delà de 20 000? Ils ont fait quoi? Quelle est la productivité de ces fameux députés? Quelles sont de lois qu'eux ont pu apporter en termes de réformes? Il n'y a aucune avancée dans la population. Et voilà cette forme de racaille qui nous amène dans la pourriture. Moi, je pense que la population doit comprendre que le changement doit être un principe de notre vie. Donc vous croyez à la véracité de cette commission spéciale qui sera mise en place? Non, mais cette commission est mise en place justement pour séduire les faibles d'esprit. Ils pensaient que Délice Sanga et l'autre allaient abdiquer. Mais moi je leur dis, allez-y, mais que cela soit diffusé,
que tout le monde voie ce qui va se dire. Merci beaucoup, nous sommes arrivés Et vous comprenez qu'ils sont des criminels. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Alain Boulodjoa, un mot de la fin pour conclure cette émission. En tout cas, merci à vous, merci à votre chaîne. Ce que nous voulons demander à notre peuple, c'est d'être très prudent. D'être très prudent. Le Congo aujourd'hui apparaît comme un enfant. Le pouvoir apparaît aujourd'hui comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. Et on ne sait pas qui sera la première victime. Nous devons vraiment nous ressaisir et prendre la bonne décision pour changer les choses dans le sens de mieux-être de tout le monde. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous monsieur Alain Boulodjoa. Il est président national du parti politique Le BAD. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup monsieur Alain Boulodjoa. Je rappelle qu'ici, j'étais accompagné de Tania Moubouadi. Merci pour la co-présentation. C'est toujours un plaisir, Nathan Kionza. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début du week-end chez vous. Au revoir.